BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. On poursuit notre face-à-face en compagnie de Laurent Jacquier-Laforge pour la Française et Christopher Dembick pour Saxo Bank. On a dit un mot de géopolitique, de taux, de devises, de pétrole. C'est quoi pour vous le risque qui pèse le plus sur les marchés dans cette espèce d'éventail ? C'est plutôt un emballement vers les valeurs refuges. On l'a vu aujourd'hui, on a des investisseurs qui vont un peu vers les valeurs refuges, notamment en termes de devises, dollars, francs suisses. Ça s'est bien joué la semaine dernière. Mais finalement, l'or a assez peu profité de ce mouvement parce que l'or est contrebalancé par un dollar justement qui augmente. Mais le vrai risque, c'est d'avoir un mouvement de long terme et pas une surréaction. Comme je vous le disais, pour moi, ce qui se passe sur l'aspect géopolitique, guerre commerciale, Italie, éventuellement ce phénomène de contagion qu'on évoque, on est beaucoup sur la surréaction. Parce que les fondamentaux économiques sont encore solides, les pays du Sud du sud de l'Europe sont pas du tout dans la même situation qu'en 2012, mais ça peut dérailler très très vite. Et là, vous allez avoir des flux de capitaux qui vont aller immédiatement vers les valeurs refuges. Et surtout, un autre point qui est inquiétant, c'est la tension qu'on constate sur les matières premières, avec un risque de stagflation un peu aux États-Unis qui commence à être évoqué, qui est certainement surréagi, mais en tout cas qui pointe parce que la question, peut-être qui va se poser pour certains pays, c'est comment gérer une inflation trop forte. Et aux États-Unis, ça peut être une question qui se posera. Les matières premières, on va revenir sur les matières premières si vous le voulez bien. Vous, le risque majeur géopolitique, taux, devise, pétrole, enfin, quel est le risque majeur ? La chose que nous suivons depuis 2 ans de façon très prégnante, c'est évidemment les taux de change. Le taux de change a une influence sur les résultats des sociétés qui est quand même un des moteurs essentiels de la progression. Dans toutes les communications d'entreprises. Les entreprises ont eu des résultats du premier trimestre qui étaient corrects, voire corrects positifs, mais les commentaires liés au phénomène échange étaient un point souvent négatif. Alors aujourd'hui, on est reparti dans un autre sens. La parité euro-dollar, comme vous le disiez à l'instant, est à 1,17 plutôt qu'à 1,25, 1,26. C'est un peu mieux. On commencera à en voir les effets probablement dans le trimestre suivant. Mais ce n'est pas un phénomène qui m'inquiète. C'est l'accumulation des phénomènes, encore une fois. C'est ça qui fait bouger le marché. Le marché tolère un certain niveau de risque, d'accumulation de risque. C'est le moment où on ne sait jamais exactement quand les choses basculent parce que c'est un risque de trop. Ces matières premières que vous évoquez en filigrane en permanence, elles sont hautes parce qu'il y a le pétrole, oui, mais il n'y a pas que le pétrole. Alors vous avez pointé peut-être le cas particulier de l'or, mais quand on regarde dans tout ce qui est commodities, comme on dit, c'est quand même sur le haut du panier. Qu'est-ce qui tire ? C'est parce que l'économie va bien et ça suffit à justifier que ce soit au perché, ou bien ce sont toutes ces tensions géopolitiques, ces incertitudes, un prix du risque finalement qui se répand sur les différentes classes d'actifs? Alors moi je vois plus effectivement que ce soit l'aspect risque qui va jouer que l'économie va bien, et notamment si on regarde en termes de demande chinoise, sur certains actifs, certaines matières premières, finalement la demande chinoise n'a pas connu un bond suffisamment important pour justifier une telle appréciation. Donc je pense que l'aspect risque joue, ce qui veut dire que si c'est vraisemblablement cela, ça peut être un effet de courte durée. Mais ça reste quand même problématique, et dans tous les cas il faut intégrer cela, et on le voit déjà, on commence à en parler, c'est-à-dire le fait que les matières premières augmentent, bien sûr ça veut dire de l'inflation, ça veut dire une baisse du pouvoir d'achat, donc cette thématique revient de manière assez claire dans le débat public, et ça va être problématique lorsqu'on a des économies qui commencent à ralentir, notamment en zone euro. Oui, mais des banques centrales qui attendent ce signal inflationniste pour activer leur calendrier, c'est le cas de la Fed, et on le voit encore dans tout ce qui nous vient des États-Unis. Bruno Cavalier chez Odo nous disait ce matin, on est sur une hausse par trimestre, il y a 4 trimestres dans une année. Et oui, et les signes inflationnistes, on les aura certainement et ponctuellement probablement durant l'été. Le 1,90 en zone euro et au-delà de 2% largement, voire 2,40 cet été aux États-Unis, ce sont des signes, c'est des choses qui sont attendues et prévues par les économistes. Donc nous allons toucher les taux cibles qui avaient été proposés par les banques centrales pour commencer à réagir. C'est là tout le sujet. Un petit mot sur les actions maintenant, sur la micro finalement. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pilotez un petit peu l'allocation ? On a quand même beaucoup moins de communication de la part des entreprises, et puis pas mal de dossiers. Là, on évoquait notamment des fusions-acquisitions. Déjà, vous, vos targets d'allocation, ça ressemble à quoi ? Alors, nos targets d'allocation, si on retient par exemple des allocations géographiques, aujourd'hui, nous avons un biais qui est plus pro-américain que ce qu'il n'était ces derniers mois. Ça, c'est un premier. Malgré le risque commercial.
malgré le risque commercial. Je pense que le premier tour de choc de risque commercial, il est plutôt en défaveur des partenaires des États-Unis que les États-Unis elles-mêmes, puisque, comme vous le savez, dans la partie cotée, 90% quasiment est domestique, alors que le marché européen reste à plus de 50% de son chiffre d'affaires sensible à l'extérieur de l'Europe. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, aujourd'hui, et malgré ce phénomène, en eurozone, on joue plus l'international que le domestique. Parce que les probabilités d'avoir des chocs sont probablement moins forts. L'Italie est à ce titre un très bon exemple. Aujourd'hui, nous préférons jouer la partie internationale de l'économie italienne que sa partie résolument domestique, même s'il y a eu un ajustement des prix qui pourrait le motiver. Mais plus fondamentalement, on reste en dehors de l'Italie. Local donc et ça, domestique. C'est géographique et en termes de thématique Alors, thématique, on n'arrive pas à sortir de l'idée de la cyclicité. Je pense qu'on est en fin de cycle, mais qu'il faut encore jouer les cycliques. Alors, quel type de cyclique? La technologie reste au cœur de nos investissements, simplement parce qu'elle touche à peu près tous les thèmes d'une façon positive et que la croissance est toujours là. Qu'il s'agisse de la croissance émergente, qu'il s'agisse de l'évolution vers l'économie verte, tous ces sujets sont favorables à la technologie. Et la technologie s'est plutôt bien comportée. Quant à la cyclicité, j'allais dire de nature industrielle, on peut avoir quelques effets d'investissement qui devraient être favorables aux fournisseurs pas forcément aux fournisseurs matériels, mais en tout cas aux fournisseurs de solutions. Voilà pour quelques thématiques d'investissement. Tout à l'heure, vous avez entendu juste avant le journal, Thibault François chez FSTA, on évoquait cette question Accor, Air France KLM, délicat, il nous disait. Vous trouvez que c'est délicat aussi ou finalement vous vous dites tiens, ça se tient? Je crois qu'on va avoir besoin d'une explication de la direction d'Accor. C'est un peu surprenant, je ne vous le cache pas. J'ai entendu plusieurs fois Richard Branson dire comment devenir millionnaire, démarrer milliardaire et acheter une compagnie aérienne. Il sait ce que ça a été, il a géré Virgin pendant plusieurs années. C'est un sujet difficile, compliqué, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que Air France n'est pas encore en état d'être supporté par un autre actionnaire que ce que l'État aujourd'hui. Voilà pour le commentaire. Ça me semble clair. Je ne connaissais pas cette déclaration de Branson, elle est pas mal. Christopher, chez Saxo, comment est-ce qu'on pilote un peu, comment est-ce qu'on aiguille finalement vos clients sur ces questions d'allocation, de stratégie? Alors on est sur une position quand même très défensive déjà depuis quelques mois, mais on leur dit qu'il y a toujours des sources intéressantes de croissance. Vous savez, on est sur un processus de finalisation par un actionnaire majoritaire chinois, donc on s'intéresse beaucoup aussi à ce qui se passe en Chine. Et vous avez plusieurs introductions en bourse qui sont intéressantes à Hong Kong, qui a récemment réduit un peu les règles, enfin assoupli les règles en termes d'introduction en bourse. Donc vous allez avoir bien sûr Xiaomi au mois de juin, mais ce qui est un peu plus intéressant, ce qu'on surveille et sur quoi on essaye d'être assez bien positionné, c'est notamment l'introduction du bras financier de Alibaba, Ant Financial, qui aura lieu début 2019. Et là, vous êtes quand même sur une valorisation d'à peu près 150 milliards de dollars. Pour donner un ordre de grandeur, Uber, c'est 70 milliards. Donc vous avez de belles opportunités encore en Chine, tout en sachant que ça reste toujours un marché un peu plus compliqué qu'en Europe ou aux États-Unis. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager votre regard sur le marché, sur la conjoncture, sur les grands thèmes qui font et qui forgent la tendance. Laurent Jacquier-Laforge pour La Française et Christopher Dembing pour Saxo Bank. Dans un instant, on va s'intéresser encore et toujours au marché. Et puis ensuite, on n'oubliera pas dans la dernière demi-heure de répondre à toutes vos questions. Écrivez-nous notre mail intégral placement@bfmbusiness.fr. À tout de suite.